Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre aujourd'hui. Nous sommes le 8 mai 2025. Nous allons partager l'actualité politique, la RDC, un avenir meilleur ou une illusion. Analyse simple que nous allons faire. Bien avant cela, nous voulons aussi vous informer, c'est l'élection du nouveau pape Léon XIV qui vient de s'effectuer au moment où nous sommes en train de passer cette émission. Il va faire sa première bénédiction bientôt là. Nous allons analyser l'actualité, un avenir meilleur ou une illusion pour la République du Congo. Nous allons faire une analyse simple pour que vous compreniez les enjeux au regard de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, pour bien analyser notre thématique d'aujourd'hui, on va les décliner en plusieurs points. Nous allons parler de l'accord de paix RDC-Rwanda. Que cache-t-il? On va dire un mot. Les questions internes au Qatar. On va aussi parler de ça. Processus de Luanda à Washington. La classe politique congolaise. On va en parler pour comprendre tout ce qui se passe maintenant. Voilà. Très cher internaute, s'il vous plaît, avant d'analyser cette thématique, nous vous demandons d'aimer notre vidéo. Et si c'est pour la première fois de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, partagez nos vidéos pour que nous soyons référencés par YouTube et que nous améliorons nos algorithmes. Voilà ce que nous vous demandons, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses. Vous pouvez nous aider dans ce sens-là. Accord de paix RDC-Rwanda, qui cache-t-il? Comme nous savons tous que vous avez tous suivi qu'il y a un projet d'accord qui se prépare entre la RDC et le Rwanda. Et tout ça, c'est en marge de ces partenariats entre la République du Congo que les États-Unis, à la recherche des métaux critiques, des minéraux rares, qu'ils estiment que la République du Congo est un enjeu majeur au regard des enjeux internationaux. Face à cette guerre qui se passe, guerre économique et puis les suprématies entre les deux superpuissances, les États-Unis et la Chine. Et donc, la République du Congo se retrouve comme étant un pilier majeur pour que les États-Unis puissent faire face à ces détracteurs, notamment la Chine. Et donc, le Congo avait saisi le bon moment pour proposer aux États-Unis ces partenariats en l'ouvrant le marché des minerais et en contrepartie de la sécurité. Et donc, et cela s'est fait au moment où la République du Congo se retrouve entre des conflits et des guerres. Et pour faciliter cela, les États-Unis a décidé de prendre à bras le corps cette problématique des guerres en cherchant à mettre la paix dans la région afin de faciliter des échanges ou sinon ses intérêts économiques qui veulent bien installer en République du Congo et dans la région des Grands Lacs. Et cela étant, donc, nous avons tous suivi qu'il y a en gestation ce projet d'accord, que le 2 mai, un projet a été déposé au niveau de Washington où, parce qu'ils sont en train de jouer les médiataires. Donc, quand à l'analyse que nous sommes en train de faire, nous constatons tout simplement que c'est justement l'éclatement donc, on a essayé de disperser un peu ces différentes initiatives des négociations, notamment, vous allez voir que, il y a, quand on parle au Qatar, nous avons vu qu'il y a, ça traite plus, tel que ça se dessine, les questions internes de la politique commune. Nous avons déjà M23, bien que l'AFC n'est pas encore inséré dans la démarche, mais ça montre que là, il s'agit des problèmes internes qu'on veut traiter. Et lorsqu'on voit à Washington, c'est des questions de la partie internationale, là, on voit que les conflits entre la RDC et le Congo. Et donc, c'est là, c'est traite, c'est plus, on embrasse le processus du Luanda. Et puis, le processus de Nairobi est attaché au Qatar. Tout ça dans la recherche des solutions. Maintenant, est-ce que la République démocratique du Congo est en train de jouer un jeu qui pourra lui permettre de faire face à tous ces problèmes? La réponse revient à nous-mêmes, Congolais. Nous, les Congolais, c'est-à-dire que le gouvernement, les gouvernants, ceux qui sont au pouvoir actuellement, ils doivent être clairs, ils doivent savoir définir leurs objectifs. Qu'est-ce que nous voulons? Avoir cette volonté de puissance. Quand on a cette volonté de puissance, c'est-à-dire on veut devenir une puissance dans la région, en Afrique, voire dans le monde. Pour cela, il faut s'organiser.
Et face à cette difficulté où nous nous retrouvons, que nous sommes face à beaucoup de détracteurs, les gens qui ne veulent pas voir la République du Congo s'organiser pour prendre son autonomie, surtout recouvrir l'intégrité de son territoire, puisque avec les richesses, tout ce que nous disposons, si nous maîtrisons toutes nos frontières et tout notre territoire et que nous le contrôlons, nous serons une puissance avant même que nous puissions développer des infrastructures, parce que le fait seulement de sécuriser nos frontières, nous serons gagnants parce que les partenaires vont venir parce que directement chez nous. Puisque vous devez savoir que le Congo a été géré par d'autres pays. On gérait nos minéraux, tous ces gens qui acquisent que non, on est traité de brader nos minéraux. Moi, je pense que ça dénote seulement de la mauvaise foi parce qu'ils savent, il y a depuis plus de 30 ans, nos minéraux ne profitaient pas en République du Congo non plus à sa population. C'était d'autres pays qui en bénéficiaient parce qu'on ne les contrôlait pas. Il y a certains coins de la République du Congo qui était géré clairement par des étrangers. Et vous allez là-bas, on vous dit ici, on ne peut pas passer parce que ça appartient à tel. Et toutes ces puissances-là, toutes ces personnalités qui gagnent derrière ces affaires-là, ne peuvent pas accepter qu'il y ait la paix. Voyons pour raison pour laquelle Tshisekedi, arrivé au pouvoir avec cette volonté de vouloir aider les pays à recouvrir sa souveraineté, et buter à plusieurs combats en commençant au niveau interne. Le problème, c'est là. C'est-à-dire qu'on les combat au niveau interne parce qu'ils savent que ce qui est en train de faire Tshisekedi, ça va leur perdre leurs intérêts. Voyez-vous, le problème d'abord, c'est les Congolais. Les Congolais ne travaillent pas pour son pays, mais plutôt pour son propre intérêt. Tout en oubliant qu'aujourd'hui, si vous laissez des choses évoluer comme ça et que nous restons comme ça, vous allez partir, mais vos générations futures, ceux qui vont venir, vous ne pensez pas cela. C'est ça la partie négative de l'homme congolais que nous devons combattre et que Tshisekedi devait prendre à bras le corps tous ces problèmes pour pouvoir le résoudre très facilement. Voilà ce que nous pourrons en dire. Maintenant, il y a un autre problème, c'est-à-dire qu'il s'agit de cette problématique de ces accords. Que contient cet accord-là? Et les gens se posent des questions. Mais déjà, il y a eu une déclaration des principes. La déclaration des principes démontre, encadre justement des points sur lesquels on doit s'atteler, on doit s'y mettre d'accord pour que qu'il n'y ait pas des ambiguïtés là-dessus. On parle de la souveraineté, on parle de la non-ingérence. C'est-à-dire qu'on rappelle des principes du droit international. C'est-à-dire que nous devons respecter la souveraineté des autres États, ne pas s'ingérer et toutes ces questions, comment gérer des dossiers qui nous résultent, c'est-à-dire au regard des ressources naturelles qui se retrouvent de part et d'autre et qu'il faut une gestion conjointe. Comment l'organiser? Oui, les gens veulent manipuler la population en disant qu'on fait brader des minéraux, sinon on va co-gérer la RDC avec le Rwanda. Non. Alors qu'au lieu de dire la vérité à la population, c'est que tout cela existait bien avant. Nous avons plusieurs initiatives, c'est-à-dire dans le cadre de CRGL, CPGL, il y avait même la BDGL, c'était la banque qui existait là, et tout ça là, et puis la Socigaz qui existait, une société de gaz qui était pour la région. Tout cela existait, mais ça a été négligé, abandonné. Pourquoi? Parce que le problème dans les politiques congolais et les politiques africaines, si je peux les dire ici, j'étais dans la région, c'est-à-dire on dit des choses, on fait les contraires. Vous comprenez? C'est-à-dire si le panafricanisme peut surmonter à nous, en surgir en nous, nous pouvons faire des choses aussi ensemble et aider notre région à aller de l'avant. Nous devons savoir que on ne peut pas passer, on ne peut pas penser en aucun cas, en aucun moment que la République va se retrouver en Guadeloupe ou bien le Rwanda va se déplacer pour aller en Chine. Non, nous sommes des voisins éternels. Nous devons maintenant mettre des choses au clair. C'est-à-dire que le respect des principes tels que ça a été déclaré, si on les respecte, on arrange, on signe des choses et puis on va aller de l'avant. C'est-à-dire que cet accord de paix est plus avantageux en République du Congo parce qu'on est en train de ravir le Congo au Rwanda et à tous ses complices. Puisque avant, les Rwandais, par exemple, mine de Rubaya, tout ça là, mais c'est les Rwandais qui exploitaient avec ses complices. Ça ne bénéficiait pas au Congo, ça date depuis longtemps. Et maintenant, si on signe cet accord-là, c'est que ça va nous revenir. Donc, c'est-à-dire que peu importe la forme que ça pourrait prendre, le fait que nous allons signer un accord de paix et dans la déclaration des principes qui énumère tout ce qui devrait être fait en principe, donc c'est déjà à notre avantage. Et donc, nous devons soutenir cette initiative-là pour que nous puissions sortir gagnants dans cette affaire qui est déjà à notre avantage. Moi, je le dis très clairement, il n'y a même pas à tergiverser là-dessus. Les questions internes au Qatar, oui, c'est vrai. Mais il y a un élément, c'est que les gens parfois disent que non, mais pourquoi les gouvernements congolais vont négocier un accord de telle envergure sans pour autant passer par le Parlement ne sait rien tout le temps. Non.
Le problème, c'est qu'il ne faut pas manipuler la population. Oui, c'est vrai, il faut que le gouvernement informe, mais on le forme après. C'est-à-dire que déjà sur base de l'article 91 de la Constitution, c'est que c'est le gouvernement qui définit la politique de la nation en concertation avec le président de la République et il en informe et il en assume la responsabilité devant le Parlement. C'est-à-dire que ce sont eux qui engagent. Oui, c'est vrai. En ce qui concerne des traités, et oui, il y a l'article 213 de la Constitution, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des types de traités qui, par principe, devraient passer d'abord par le Parlement pour sa ratification. Il y a des types d'accords. Mais oui, c'est vrai, dans ce genre de types d'accords que nous devons signer avec, par exemple, le Rwanda et même les États-Unis, il faut que le Parlement soit informé. Parce que ça va toucher quand même le finance, alors que l'autorité budgétaire, tout ça là, c'est le Parlement. Il faut que le Parlement soit informé. Trouver un moyen pour informer le Parlement. Mais cela va te faire après. Il faut que le gouvernement, c'est le responsable politiquement et de gestion, fait son affaire et il va informer le Parlement. On pourra en discuter. Oui, il faut informer. Il y a une obligation d'informer pour certains types de d'accord, oui, il faut que le gouvernement le fasse, mais il ne doit pas avoir des amalgames. Pour l'instant, le gouvernement négocie, il fait des choses, il doit informer par la suite le Parlement. Et cela devrait se passer ainsi pour permettre à ce que nous puissions comprendre les enjeux tels que ça se passe. Mais cela, c'est déjà en notre avantage. Les questions internes, nous devons le traiter, bien sûr, en interne. Il y a cette initiative aussi de la SENCO. Ce que nous critiquons de cette initiative de la SENCO, c'est leur démarche. Moi, je critique la démarche, c'est-à-dire, ils doivent savoir que les gouvernements ou bien les États ne sont pas forcément de bonne foi. Les religieux, on peut leur accorder cette bénéfice du doute, c'est-à-dire que ce sont des gens de bonne foi, parce qu'ils utilisent la foi, tout ça là, et qu'ils peuvent passer, mais ils doivent cesser d'aller d'abord collaborer et demander pour des problèmes internes aux voisins, ils prennent ça, ramener ça sur le plan international. Ils doivent rassembler, c'est limité au niveau interne, parce que les États là, les chefs d'État, ils vous reçoivent, peut-être pour des raisons protocolaires, mais ce qu'ils pensent, vous ne le savez pas, parce que pour eux, ce ne sont pas de l'amitié ou tout ça, des sentiments, ce sont que deux intérêts. Il faut qu'ils limitent déjà qu'ils revoient à la baisse leurs objectifs. Et cette pacte-là devrait réunir des Congolais. Mais moi, j'estime que dans un format où vous allez voir des gens et vous venez soumettre ça au président de la République. Mais leur démarche ne pourra pas permettre au président de la République d'être content d'eux, justement parce que et ils sont en train de minimiser, mettre sur la place des publics des choses qu'on ne pourra pas mettre, que le gouvernement ne nous adonnerait, ce sont des gouvernements étrangers, rwandais, tout ça. Vous dédaignez votre gouvernement. Éthiquement parlant, ce n'est pas correct. Ça prouve à suffisance que leur manière de faire n'est pas. C'est-à-dire que c'est comme si des gens, c'est pas comme si ils ont déjà pris position. Ils sont contre le gouvernement. Et donc, dans cette telle situation, ils ne peuvent même pas être des médiateurs ou bien des facilitateurs de quoi que ce soit, parce qu'ils ne sont pas neutres déjà par leur perception des choses, mais par leur manière de communiquer. Donc, en suivant leur communiquer, tout ça, on a Fisiance Mouteba, Ambongo, tous les Senga, tout ça. Les Senga, vous allez voir tout ça, là, sans oublier Monseigneur Cholet. Donc, déjà, c'est très compliqué. Et le processus de Luanda à Washington, justement, parce que là, il s'agit des questions internationales bilatérales entre les Congo et RDC, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que le Congo est en train de pouvoir négocier la paix entre les pays. Oui, les gens peuvent poser la question, mais nous, on n'a pas de guerre, on dit qu'il n'y a pas de guerre, qu'est-ce qu'on va négocier? Non. Mais il y a des éléments qui couvrent qu'il y a un conflit très clairement entre nous et les Rwandais. C'est plus un secret des polichinelles, nous, les savons tous, il y a un conflit entre nous. Encore qu'il y a des militaires, il y a la résolution qui a déjà votée au niveau des Nations Unies, qui atteste là, au Conseil de sécurité. Verset 73, c'est qu'il y a des militaires qu'on leur demande de quitter le pays et tout ça, les groupes armés, de ne pas soutenir les groupes armés. Et l'accord de principe reprend cette philosophie même de la résolution. Donc, il est clair que toutes ces initiatives vont à l'avantage de la République du Congo. C'est à nous maintenant de savoir ce que l'on veut. Hein? Oui, les gens peuvent dire que nous sommes en train de négocier en position de faiblesse. Oui, nous sommes en position de faiblesse. On va croiser les bois. Non? Maintenant, il faut utiliser de l'intelligence. C'est pourquoi je dis que les présidents de la République doivent utiliser
les ressources humaines que nous disposons, c'est les universités. Nous avons les meilleures universités d'Afrique centrale. Déjà, je me limite là. Sur tous les points économiques, géostratégiques, politiques, tout ça dans tous les domaines, nous devons les utiliser pour mettre des cartes, créer un task force, je ne cesse de le dire, pour pouvoir voir comment jouer, pour qu'on ne soit pas baisé au niveau des États-Unis, même au niveau de tous ces accords-là. J'espère que le gouvernement nous attendra et pourra aller dans ce sens-là parce que ça va de soi pour l'intérêt du Congo et du peuple congolais que nous devons faire ceci. Pour en finir, on va parler de la classe politique congolaise. La classe politique congolaise, moi je pense que c'est les problèmes du Congo, c'est sa classe politique. Les gens accusent que non, nous avons des présidents, on accuse le président Tshisekedi, tout ça, non, oh, il n'est pas à la terre. Même si moi je ne partage pas cette acception, cette façon de voir des choses, parce qu'ils n'ont pas d'argument à avancer là-dessus. Mais le président de la République est issu de quoi? Il est issu de cette population. C'est pourquoi il y a un auteur qui avait dit, le professeur Divé, a dit, le peuple n'a que les dirigeants qui lui ressemblent. Puisque ce sont le peuple qui vote le dirigeant. Si nous avons une élite de qualité et qu'ils estiment que le président n'arrive pas à gérer, qu'est-ce qu'ils font? Une élite qui n'est pas capable de pouvoir orienter sa population, mobiliser la population pour défendre ses droits, n'est pas une élite vouée à développer ou bien à faire sortir le pays des carcans de ses ennemis. Et donc, il faudra que l'élite congolaise puisse travailler dans le sens d'aider les pays à aller là-bas. Quelle est la place de l'élite? Quel est le rôle que jouent les élites? Non seulement il faut être quelqu'un qui a étudié, qui connaît des choses, mais il faut être courageux avec cette volonté de pouvoir passer à l'action. Nous avons des gens, le problème de l'élite congolaise, on est faible, on est caractérisé par la peur. Or, la peur n'arrange rien et ne peut pas développer un État. Dans les États comme le nôtre, il faut des gens courageux qui décident à la nature de Lumumba et autres, j'en pense, de pouvoir prendre des décisions et mobiliser la population pour sauver notre République. Moi, je pense que l'occasion est là pour nous, à ne pas rater. Nous devons saisir cette occasion avec les États-Unis. Les États-Unis ne viennent pas pour nous sauver. Lui, il vient pour ses intérêts. Et nous devons profiter par rapport à la position qu'occupent les États-Unis avec nos richesses. Nous ne sommes pas nuls, oui, une position de faiblesse, mais nous avons aussi des atouts. Parmi nos atouts, nous avons d'abord non, le patriotisme qui peut jouer. Si on travaille en commun le patriotisme, ça va nous faire gagner, mais aussi nos ressources naturelles que les autres ont besoin. Les États-Unis ont besoin de nos ressources naturelles. Donc, c'est déjà un argument, un avantage comparatif que nous avons. Si nous avons des faiblesses sur certains points, mais c'est pas dans tous les points que nous avons des faiblesses, puisque nous avons un atout, le patriotisme à mobiliser et à créer une synergie, mais aussi nos ressources naturelles que nous devons s'en servir pour pouvoir tirer profit et gagner et trouver des solutions pour le développement et sécuriser notre pays et recouvrir l'intégrité du territoire de la République du Congo. Voilà ce que nous pourrons dire aujourd'hui et nous disons félicitations au nouveau pape, comme je viens de dire, Léon XIV qui vient de sortir. Chers internautes, s'il vous plaît, cliquez sur des j'aime pour nous aider à continuer à interagir, puisque nos vidéos soient référencées et nous puissions améliorer nos algorithmes. Moi, je vais me présenter, je suis Guilhem Ikobikwete, je suis juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Et donc, je vais me limiter là. Je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde et que Dieu vous bénisse. Moi, je vous dis à la prochaine.